Politica. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusé à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre à cette émission, le tribunal de l'actualité. L'écrivain Paul Chrétien Audriger a écrit ceci: les régimes passent, les abus restent, il n'y a que les profiteurs qui changent. Bonne méditation en cette journée du 25 juillet 2019 et bienvenue à cette 4e convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Merci de votre fidélité. Je suis Loukman Sanfo. Bonjour Bernard Boukma. Bonjour Geoffroy Vara. Bonjour Président Sanfo, bonjour Juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour également à toute l'équipe de réalisation de cette émission sur True TV, Watt FM et l'ensemble des réseaux synchronisés des radios partenaires à cette émission. Alors ce matin, 3 sujets retiennent notre attention. On va d'abord s'intéresser au climat social au ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Une situation à laquelle nous avons consacré, vous le savez, une série d'émissions pour comprendre les différentes positions de part et d'autre. Alors, vous savez aussi que ces 2 jours, une note du ministre Seni Ouedraogo circule sur les réseaux sociaux, invitant le secrétaire général du SINAGEAS, qui est le secrétaire que nous avons également reçu à cette émission, à tirer, je cite, les conséquences logiques de ces agissements jugés fautifs. On va y porter un jugement, évidemment, puisque tout est parti de cette émission. Le tribunal aura certainement un mot en appréciation. Dans la deuxième partie de l'émission, vous savez également que le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Alassane Sakandé, a visité hier mercredi 24 juillet 2019 quelques services au niveau du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et aussi au niveau du centre national de transfusion sanguine. Il a témoigné son soutien aux malades et pris connaissance des conditions de travail des agents de santé. Mais face à la grève que vous connaissez également dans ce secteur de la santé, le parlementaire a lancé un message aux syndicats. Il a dit ceci: je souhaite que vous vous surpassiez, parce que dans la revendication, on doit toujours avoir à l'esprit cet humanisme pour aider les populations les plus défavorisées. Quel regard porter à cet appel? On va y porter un jugement. Et puis dans la 3e partie, vous savez certainement que la France vient de diffuser une nouvelle carte sécuritaire du Burkina Faso sur les risques terroristes selon elle. Elle en a même appelé à ne pas visiter par exemple le parc de Nazinon parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour visiter sereinement cette réserve animalière située à la lisière de la frontière avec le Ghana. Quel regard porter? Voici les 3 sujets qui ont retenu notre attention. L'actualité étant plurielle, les juges ont la possibilité d'aborder d'autres choses à travers ceci. Merci de nous rejoindre pour cette émission, les tribunaux de l'actualité. Pour la première partie, les avant-propos, nous passons la parole au juge de l'actualité, Geoffroy Vara.
Merci Président. Je vais déjà m'excuser pour ma voix peut-être un peu enrouée parce que bon, je suis pas trop à pleine forme. Moi, je vais aller au Kenya pour mon avant-propos avec certaines arrestations dans le cadre d'une vaste campagne contre la corruption, et ceux qui sont liés à cette corruption-là, c'est le ministre des Finances et beaucoup d'autres cadres. Et tenez-vous bien, ministre des Finances arrêté, le secrétaire général du Trésor arrêté, parce qu'il y a des cas de corruption liés à la construction de barrages. Moi, je rappelle cela parce que je ne sais pas si sous nos yeux, c'est des choses qu'on peut voir. Un ministre de la République se faire arrêter, le secrétaire général du Trésor arrêté. Il y a beaucoup d'autres cadres qui ont été arrêtés. C'est vrai que il y a aussi que du côté de la justice, on a permis leur liberté sous caution. Donc, ils ont payé, ils sont sortis, mais ils attendent d'être jugés. Donc, le dossier continue. Mais je veux dire que quelquefois aussi, face à certains écarts qui sont très graves, il faut savoir tirer les conséquences, quel que soit le poste auquel l'homme est. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il est à ces fonctions-là, qui sont hautes, que l'exemple doit être donné. Et souvent, sous nos yeux, c'est le moment de petits arrangements, parce on se dit que si on le fait tomber, on se fragilise soi-même. C'est pas des calculs à faire. Bien au contraire, je pense qu'on monte dans l'estime aussi de ceux qui ont à cœur ces questions de bonne gestion. Et pour moi, c'est une leçon, même si c'est vrai que souvent en politique, derrière, on vous dit que c'est des règlements de compte ou des choses comme ça, mais quand il y a le lien qui est fait et que vous avez eu à baptiser dans une question de corruption, vous avez prêté le flanc, vous avez été acteur, voilà, c'est normal que les leçons soient tirées. Souvent aussi, on pousse à la démission, mais quelquefois, il faut savoir s'assumer. Au Kenya, c'est ce qui est arrivé, et on suit aussi d'un autre œil et voir un peu comment est-ce que les choses vont évoluer sur ces questions-là. D'accord, merci de nous le partager ici. Ben Abougma, c'est à vous. Merci Président. Mon avant-propos va concerner un point positif, parce qu'il y aurait une ligne de bus Ouaga-Zignaré. J'ai dit point positif parce que bon, le transport en commun interurbain est en train de prendre de l'envol. Donc réussir effectivement à ce qu'on puisse avoir une ligne de bus Ouagadougou-Zignaré et Zignaré-Ouagadougou, je pense que c'est déjà bien en termes de sécurité pour faciliter le déplacement des uns et des autres. Ça a été un vœu pieux depuis longtemps. Bon, à Koudougou, le bus va au-delà de la ville de Koudougou. À Bobo-Dioulasso également, c'est pareil. Ouagadougou-Zignaré, c'est bien. Donc maintenant, il reste à travailler à réduire le temps d'attente au niveau de l'arrêt des bus, mais aussi à pouvoir multiplier les accès dans les quartiers pour pousser encore un peu plus loin la zone à desservir. Donc je dis c'est déjà un bon point parce que quand vous partez ailleurs, c'est beaucoup plus le transport en commun qui est très développé. Mais ici, compte tenu du fait que ce transport en commun, c'est-à-dire interurbain, n'est pas développé, bon, les uns et les autres préfèrent enfourcher leur engin avec tous les risques que cela comporte en termes de fatigue et tout, mais bon, vous n'avez pas le choix. Mais ici, on permet aux citoyens d'avoir le choix, effectivement, de prendre le bus et de trouver, ou bien de trouver une autre alternative, ce qui est bien bon. Je pense que si le temps d'arrêt d'attente est fortement diminué, parce qu'on aura un grand parc, et ensuite le coût à la portée des populations, ça va être en tout cas un grand pas dans le domaine du transport en commun au Burkina Faso. Donc ailleurs vous avez des gens qui rechignent à prendre leur propre engin parce que ça devient coûteux, c'est du carburant et tout, et quand il fait le calcul par mois, mieux vaut prendre le bus ou bien prendre un autre moyen de transport en commun, parce que ça vous revient plus cher avec tous les autres risques. Mais ici, vous n'avez pas le choix que de vous trouver un engin avec tout ce que cela coûte, parce que vous n'avez même pas le choix. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer très facilement. Donc, j'ai dit c'est un bon point, c'est à féliciter, et puis appeler à davantage, à faire encore mieux et à faire plus pour le bonheur de la population. Donc, ça faisait partie des promesses électorales. C'est comme hier en avant-propos, je le disais, et puis voilà, là, ici, le combat, c'est que les gens puissent respecter les engagements des campagnes. Ailleurs, comme aux États-Unis, les gens se battent pour que certains engagements de campagne ne soient pas respectés.
Donc si les engagements ici sont respectés, je pense que ça va aider beaucoup. Donc en tout cas, j'ai dit bravo, c'est un bon point, il faut le relever et puis on attendra la suite. C'était tout mon avant-propos. D'accord, merci à tous les deux pour cette première partie de l'émission, les avant-propos. Première affaire, c'est cette note émanant, en tout cas attribuée au ministre en charge de la fonction publique, adressée à un de ses collaborateurs qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et dans la lettre, on peut lire ceci. Lors de l'émission Tribunal de l'actualité de Tri TV et de Watt FM diffusée le 10 juillet 2019, vous avez entre autres affirmé que les concours sont organisés sur la base des textes déjà dépassés. Il y a eu trop de problèmes l'année dernière avec la collection électronique des concours. Si je dois réellement décrire ces conditions, je crois que tous les candidats vont se mettre à protester. Fin de citation. En tant que directeur de l'organisation des concours à l'Agence générale du recrutement de l'État, vos récriminations portent atteinte à la dignité de la fonction que vous occupez. En effet, il est de jurisprudence bien connu que les fonctionnaires doivent s'abstenir de comportements, même non sanctionnés par les lois, mais portant atteinte à la dignité des fonctions qu'ils occupent, à la considération des corps auxquels ils appartiennent et à la réputation de l'administration. Je vous invite, à l'effet de sauvegarder votre honorabilité, de tirer les conséquences logiques de vos agissements fautifs. Veuillez agréer, monsieur le directeur, mes cordiales salutations. C'est signé professeur Séni Ouedraogo, ministre en charge de la fonction publique. Alors, Bernard, il se trouve que la personne citée a été reçue à cette émission du tribunal de l'actualité, qui est le secrétaire général du syndicat, le Sinagiras, Suleiman Zoromé. Et il se trouve également qu'en le recevant, il était reçu sous la casquette de secrétaire général du Sinagiras et non en tant que directeur, puisque nous ne le savons pas même d'ailleurs. Est-ce qu'en la matière, on peut avoir une différenciation des casquettes entre les deux charges, on va dire? Merci. Je me rappelle que nous avions d'abord insisté pour savoir en tant que qui il est reçu. Cette question-là a été formellement posée, de savoir que nous avons nous avons en face de nous le syndicat représenté par son secrétaire général, ou bien c'est en tant que gérage qu'il est là. Parce que il nous a été dit que le mouvement n'est pas porté par le syndicat. Donc le mouvement n'étant pas porté par le syndicat, s'il est là pour parler au nom du syndicat, bon, ça peut paraître... voilà. Mais il nous paraissait nécessaire effectivement de savoir à quel titre il y était. Et donc il a dit, bon, il est secrétaire général. Au début, il a deviné avant de... Donc c'est dit que bon, il est là en tant que membre du syndicat et secrétaire général du syndicat, même si ce n'est pas le syndicat. Voilà, c'est l'ensemble des travailleurs au niveau des gestionnaires des ressources humaines qui ont lancé un mouvement d'humeur qui n'est pas une grève. Maintenant, l'autre identité n'a pas été effectivement formellement dévoilée. Alors peut-être que monsieur s'est limité seulement à cette casquette de syndicalistes, mais c'est que juste après l'émission, effectivement, par certains gérages, nous avons su que, effectivement, c'était le directeur. Donc nous avions tenté d'y revenir en avant-propos. À un moment donné, on a jugé que c'était pas nécessaire, on l'a pas fait. Et puis, paf, la lettre du ministre tombe. Donc, parce que, effectivement, c'était une précision très importante. Parce qu'il a fait des révélations qui relèvent même de sa responsabilité par rapport aux manquements liés au concours l'année dernière, comme effectivement la note le dit. Et c'est ce que d'ailleurs certains nous ont dit. Il dit, mais c'est l'organisateur en chef qui est devant vous, pourquoi il tient de tels propos? Ce reproche nous avait été fait, mais comme vous l'avez dit, effectivement, nous n'avons pas pu savoir que lui-même était investi d'une responsabilité de ce niveau. Geoffroy, quand on l'avait reçu, est-ce qu'à la fin de l'émission, vous avez pu déceler une teneur de gravité dans les propos qui ont été tenus? Bah évidemment, parce que n'oublions pas que notre émission, les propos sont relayés presque en temps réel sur les réseaux sociaux. Donc nous avons les retours. Et dans le fil de commentaires, il y avait déjà la grosse interrogation que certains posaient. Mais si c'est l'organisateur en chef, pourquoi est-ce que il tient pareil propos? Vous pourriez encore aller sur la page de Watt FM ou Tri TV, vous allez voir ces réactions-là. Et je pense que c'est parce que ici nous sommes coupés aussi, quoi qu'on dise aussi, évidemment, d'internet, donc on ne peut pas avoir ce retour-là en temps réel. Mais après on a dit c'était l'organisateur en chef, parce qu'on ne savait pas qui le syndicat nous enverrait aussi. Donc du coup, on s'est dit, il y a un problème. Parce que ce qui revêt dans son argumentaire, quoi qu'on dise,
c'est ce qu'il détient de par sa fonction, de par son poste. Maintenant, si vous avez, vous êtes astreint, parce que de façon logique aussi, à ne pas dévoyer certaines choses, parce que quoi qu'on dise, vous êtes un directeur, vous êtes le chef d'orchestre. Quand vous dites ça ne va pas, il y a une partie de vous, même si vous pointez le doigt accusateur vers le ministre ou quoi que ce soit, vous êtes l'organisateur aussi en chef, presque. Dans tous les cas, dans la machine et dans l'orchestration, vous êtes un maillon fort. Donc, quand vous posez les choses comme ça, il y a du syndicalisme, c'est vrai, mais comment oublier que vous êtes quand même le directeur et vous êtes celui qui organise ces concours-là et celui qui est au cœur de la machine. C'est des choses qu'on ne peut pas dissocier. C'est pour moi aussi toute la... C'est la question de finesse aussi à avoir quand on défend des intérêts et qu'on est soi-même à des postes de responsabilité très avancés. Ça veut dire que où on impacte, où on décide aussi, quoi qu'on dise. Est-ce qu'on ne peut pas tenir compte de l'esprit des propos qui ont été tenus? Parce que, à ce qu'on croit savoir, il n'était pas dans une position de délation ou de livraison de secrets d'État. Il a voulu annoncer qu'il y avait des difficultés l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas un bémol à mettre quand même dans cette... Il n'a pas dit seulement qu'il y avait des difficultés. Il a dit que si certaines informations étaient reversées ici, c'est sûr que ceux qui ont candidaté pourraient même aller rester en justice. C'est en gros les propos qu'il a dit. Et si vous vous rappelez très bien, je l'ai rétoqué, nous sommes au tribunal, dites tout. Il a dit non, il va pas tout dire ici, mais il a senti au moment qu'il y a un pas qu'il avait franchi déjà. Ça, c'est une réalité, il y a un pas qu'il avait déjà franchi. Parce que quand vous, en tant que directeur d'organisation de concours, vous dites que pour le concours passé, si on veut être rigoureux, on peut même nous traîner devant les tribunaux parce qu'il y a beaucoup de règles, de tests qu'on n'a pas respectées, c'est quand même gros, hein, quoi qu'on dise, c'est quand même fort. Maintenant, ça serait sorti de la bouche de quelqu'un d'autre qui n'était pas au cœur de la machine, le débat qu'on est en train de mener ne serait pas pareil. En fait, c'est parce qu'il est à la fois pas le chef des chefs d'orchestre, mais parce qu'il est un pion dans la machine, il est le directeur, il n'a pas un poste, il n'est pas au bas de l'échelle, que on se pose la question de savoir pourquoi. Et puis, est-ce que, dans le fond aussi, ça, selon ce que le ministre dit, ça ne jette pas aussi le discrédit sur tout? Oui, ça jette le discrédit là-dessus. Maintenant, derrière tout ça, il y a une question aussi qui est essentielle. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, c'est que c'est grave. Ça veut dire que nos process ne sont pas si bien ficelés que ça. Il a pris l'exemple de celui des magistrats qui a posé problème. Et parce que pour lui, il y a eu des erreurs, ils ont tenté de faire comprendre en interne, mais ça n'a pas marché. Donc, si c'est vrai, le gros problème au-delà même du directeur, c'est de bien regarder dedans. Maintenant, lui, c'est clair que dans le propos, en tant que directeur, il est allé loin. Maintenant, en tant que syndicaliste, c'est autre chose. Bernard, Geoffroy, dans ses propos, dit une chose assez intéressante. Il dit qu'il a senti entre-temps qu'il a franchi un pas. Est-ce qu'on peut conclure que ce n'était pas délibéré finalement? Parce que si on tient aussi compte de la façon dont cette émission se mène, on arrache souvent certaines informations du bout du nez. Est-ce qu'il avait l'intention de livrer ces informations? Qu'il ait l'intention ou pas, dès lors que vous êtes investi d'une responsabilité, vous incarnez une fonction, vous avez de la réserve à avoir et vous tenez vos propos en toute liberté, en toute responsabilité. Nous n'avons pas tenu de pistolet sur sa tempe pour qu'il dise. Non. Non, je ne pense pas. Il est en toute responsabilité, dit ce qu'il peut assumer. Donc, de mon point de vue, je ne vois vraiment pas s'il a franchi un pas. Voilà. Parce que ce qu'il a dit, il a soutenu avec force de détail. Et donc, si je ne me trompe pas, quand nous avions reçu ceux de l'administration territoriale, donc après la marche des administrateurs civils, des préfets, j'avais posé la question de savoir, vous avez finalement affaire à qui en face? Vous avez l'impression que vous avez affaire à un État, vous avez affaire à un gouvernement.
ce n'est pas la première fois que je pose cette question à certains militants des syndicats, parce que la confusion entre l'État et le gouvernement est vite faite, et on est pressé de régler ses comptes à un ministre, donc à un membre du gouvernement, et en voulant régler les comptes à ce ministre, très rapidement, c'est à l'État on s'en prend. Et on commet des impairs. Donc il convient à un moment donné de savoir faire la part des choses entre l'État et entre le gouvernement. Quand je le dis, ce n'est pas que je minimise ou je sous-estime la capacité, la qualité des leaders syndicaux à savoir faire la part des choses, mais sur la base des propos tenus, effectivement, à un moment donné, vous vous demandez, est-ce que monsieur ne confond pas un gouvernement à un État dans sa façon de mener la lutte? Et parce que quand c'est au nom de l'État que vous menez la lutte, vous êtes chose, à un moment donné, il y a un pas quand vous le franchissez, ce n'est plus le gouvernement que vous attaquez. Effectivement, en ce moment-là, ça devient l'État. Parce que quand vous dites qu'en tant qu'organisateur en chef, que si vous révélez certaines informations, il ne s'est même pas limité au candidat qui pourrait poser plainte, mais il pourrait avoir un soulèvement de toute la population. Et donc, mais à ce moment-là, vous êtes en train de nous dire que vous avez été l'organisateur en chef d'un tripatouillage à outrance ou d'une fraude grandeur nature. Dieu seul sait. C'est que vous voulez nous dire réellement à travers vos propos. Ou des failles non maîtrisées. Voilà, ou des failles non maîtrisées. En ce moment, effectivement, dans un fonctionnement normal, vous devez même vous poser la question de votre capacité à pouvoir incarner le poste vous-même, sans qu'on puisse vous le dire et attirer toutes les conséquences qui vont avec, en temps normal. Parce que de la rigueur des syndicats, pouvoir dire à un ministre ou à un directeur que compte tenu de tel ou tel impair, il n'est plus qualifié pour incarner le poste, de la même rigueur, il devrait pouvoir se dire lui-même, si j'ai des informations et que j'ai été responsable de quelque chose qui pourrait entraîner un tel soulèvement, il y a des questions que je dois me poser et tirer les conséquences. Là, on n'a pas vu. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que la responsabilité dont on fait cas est de mise. Voilà. Donc, vous venez à une émission, mais n'oubliez pas que vous incarnez avant tout une fonction. Il y a des éléments d'information en votre possession qui, mis effectivement sur la balance, pourraient effectivement être vus autrement. Parce que quand beaucoup ont su que c'est lui qui est en charge de cette organisation, mais ils se sont posé la question, ils disent mais pourquoi il parle comme ça? Mais pourquoi lui-même ne s'assume pas? Pourquoi? Ces questions on l'a eu. Et même sur la page, les gens ont posé ces questions-là. Donc ça veut dire que quand même, la chose est allée naturellement à un autre niveau. Il y a eu un écart engagé. Ouais, tout à fait. Et certains nous disent que même pour la production des décrets pour les concours, mais cela relève toujours de sa responsabilité. Et donc il a eu une grande responsabilité au niveau du ministère, qui implique, comme je l'ai dit, que dans les propos à tenir en tant que leader syndical, il devrait effectivement avoir la mesure entre la fonction que j'incarne et le leadership que j'assure en tant que secrétaire général d'un syndicat. Donc, en tout cas, moi, c'est la lecture que moi je fais. Alors, le ministre, dans sa lettre, juge qu'il y a eu agissement fautif. Et dans cette lettre, il dit « Je vous invite à l'effet de sauvegarder votre honorabilité, de tirer les conséquences logiques de vos agissements fautifs. » Alors, que peut-on entendre par là, Geoffroy? Bon, moi je pense que c'est des grandes tournures pour dire que bon, reconnaissez que vous avez fauté et puis en la matière il y a deux dynamiques, soit on vous force à, ça c'est une décision qu'on prend, ou c'est vous-même qui décidez que bon, je reconnais que machin et donc du coup je crois que mes fonctions je peux invite à continuer à aller. Non, mais c'est le problème, ce qui est mis en parallèle, c'est ce que réclame sa position, ce que réclame sa fonction, et puis ce que sa sortie n'incarne pas du tout, et ce que sa sortie transpire en termes de décalage d'avec ce qui est attendu de lui. Donc à partir du moment où vous êtes en porte-à-faux avec un certain nombre de, je ne parlais pas de droit de réserve en tant que tel, mais à la réalité,
pour ce que vous représentez dans la décision et dans la conduite, notamment des concours et même du point de vue organisationnel, si vous en venez à tout venir déverser sur un plateau, parce que vous avez aussi une autre casquette de syndicat, il y a problème. C'est ce qui ressort. Donc, c'est comme pour dire qu'il y a un genre d'antinomie entre vos postures publiques et puis la réalité du secret dans lequel vous êtes avec nous parce qu'on travaille ensemble. Vous ne pouvez pas les utiliser. Donc il y a une antinomie qui pour moi est en train d'être dégagée ici dans les deux casquettes. Il y a une incompatibilité qui est en train d'être sortie. C'est-à-dire, faites votre choix. Vous avez commencé quelque chose, il faut vous assumer. C'est comme qui dirait, au-delà de tout, la logique aussi voudrait, pour moi, et c'est ce que je pense, hein, à un moment donné, lorsqu'on pense que en interne, on a tenté le combat de changer les choses et que ça n'a pas marché, est-ce qu'il faut accepter d'être coupable des erreurs lorsqu'elles sont très graves? Parce que ce qu'il a dit sur le plateau, pour moi, c'est pas que des erreurs, c'est des fautes. C'est dire que la façon dont c'est organisé, on pourrait même, on est dans le non-respect du texte, et même ceux qui ont candidaté pourraient poursuivre et tout. Ça veut dire qu'il est conscient d'erreurs gravissimes, de fautes gravissimes. Mais vous continuez d'être directeur et de travailler selon ce process-là. Pour moi, il y a un problème, quand vous le dites, il y a un problème avec vous-même. Parce que quand c'est comme ça, on tire les leçons, on dit, j'ai dit, on ne m'écoute pas, moi je ne peux pas continuer de travailler comme ça. Je pense que c'est pas loin de ce que le ministre dit ici. Mais là, ce n'est pas parce que vos convictions ne sont pas passées ou bien comment dire cela, les récriminations qui sont les vôtres sur la qualité du process ne sont pas passées. Mais c'est parce que vous avez participé ainsi au processus, à la mise en place et même jusqu'à la délibération donc au partage de résultats. Et par après, vous venez dire que c'est très mauvais, c'est pas comme ça qu'on doit faire et tout. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a une logique qui ne va pas. Soit on se serait assumé avant et qu'on aurait dit c'est bon, il faut que la récréation s'arrête parce que moi je ne peux pas continuer de travailler comme ça. Auquel cas vous êtes très à l'aise de venir sur un plateau aujourd'hui pour avoir été très proche de ces dossiers, pour les avoir gérés, de dire que on les gère très mal. Et c'est pour ça que je suis parti, parce que je ne suis pas d'accord avec la façon dont c'est fait. Mais quand vous finissez d'y être, et peut-être cette année encore, peut-être que si les revendications qui sont les leurs étaient passées, parce qu'on connaît aussi les revendications, il y a souvent aussi du pécunier, c'est vrai qu'on parle aussi de comment on appelle ça, du contexte du travail et tout. Donc s'il y a quand même comment dire ça, une bonne proportion qui est prise en compte, on aurait eu ces examens sûrement dans les mêmes réalités qu'il a décriées, et puis on serait passé. Après vous viendrez encore dire que non, on respecte pas les textes, on respecte pas ceci. Est-ce que vous êtes cohérent avec vous-même? C'est toute la question que cela pose. Mais pour moi, au-delà du débat sur la personne du directeur, c'est qu'il y a des propos qui ont été tenus qui sont graves. Dans la lettre, le ministre ne parle pas comment dire ça, il ne dit pas si ces propos graves-là sont faux, ou si les récriminations sur le process sont comment dire cela, des critiques objectives qu'on pourrait faire. Auquel cas, si on lui reproche de venir le dire sur un plateau, c'est vrai, mais tu ne voudrais pas venir le dire sur un plateau. Le plus important, là, maintenant et ici, c'est attaquer le problème qu'il y a dans ce process-là, ce qui a été décrit. Si c'est vrai, c'est assez grave, il faut attaquer le problème dès maintenant. Donc ça invite à une investigation pour comprendre le fond du problème. Voilà, et maintenant, je pense que sur ce plateau, nous a dit aussi que, pour ce qui est des critiques, ça a été fait très souvent, ça a été fait, et je pense qu'il en avait parlé. Maintenant, si c'est pas objectif, ça devient un genre de calomnie, on tire les leçons et puis on passe à autre chose. Et pour moi, c'est un peu ça. Mais pour tous ceux qui vont candidater cette année, en tout cas, quand ils ont fini d'écouter l'organisateur presque en chef, c'est démotivant. Alors, Bernard, pour vous, de votre entendement, qu'est-ce que le ministre attend de son collaborateur? C'est-à-dire, parce que d'aucuns se posent la question, pourquoi lui-même ministre est prudent quant à décider
des conséquences de ces agissements jugés fautifs. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? C'est que c'est pas aussi grave que cela. Président, vous avez des manières de... Répondez à la question, Bernard. De nous mettre sur des terrains glissants. De nous mettre sur des terrains très glissants. Mais la note est enrobée. La note a dit, comme Geoffroy a dit, avec des tournures, bon, de façon diplomatique, voilà, de tirer les conséquences. Donc, quand on vous dit de tirer les conséquences dans le langage diplomatique, ça veut tout dire. C'est-à-dire... Ça peut être une annonce publique de dire que les propos tenus ne sont pas vrais? Non. En ce moment, c'est de la contradiction qui est apportée. Ici, ce n'est pas de la contradiction qui est apportée. Il y a un mot fautif. Il y a un mot fautif dedans. Ouais, c'est fautif, ouais. Il y a un mot fautif. Donc, ça veut dire que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Et non, c'est pas ce que vous dites, ce n'est pas vrai. C'est votre comportement qui n'est pas bien. C'est même pas que c'est pas bien, c'est une faute administrativement. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Administrativement, il a dit, il est de notre public et tout, voilà. Donc, ça veut dire que vous devez tirer les conséquences, effectivement, de cette faute administrative que vous... Mais si c'est une faute, pourquoi est-ce que le ministre lui donne le choix de décider de lui-même? Non, mais le ministre, ça a été voilé, à défaut de le faire vous-même, peut-être il y a un risque que vous soyez démis. Peut-être vous pouvez relire le contenu, mais voilà. Mais c'est enrobé. Donc ici, c'est quoi? C'est de l'analyse fiction, c'est des interprétations. Le texte est bien enrobé en bon français. Donc c'est très difficile dans ces conditions de dire qu'il a dit qu'il n'a pas démissionné ou bien il a dit qu'il va le démettre. Ça, c'est très difficile effectivement de le dire. Mais vous lisez, vous dites que mais est-ce qu'il veut que je parte? Maintenant, c'est à vous. Il dit, je vous invite à l'effet de sauvegarder votre honorabilité, de tirer les conséquences logiques de vos agissements fautifs. Ah oui? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Président, que moi je dois dire? Donc la phrase est claire. Mais il y a une question d'honneur qui est en jeu. Donc s'il y a encore de l'honneur qui vous reste, c'est mieux de faire avec, de tirer les conséquences. Donc dans l'administration, quand vous dites de tirer les conséquences, même quand les syndicats sortent et disent aux ministres que face à tel échec, face à tel échec, face à tel échec, et face à tel écart de comportement, nous demandons aux ministres de tirer les conséquences. Même les syndicats le disent. Parfois ils disent de démissionner, mais il y a des moments où ils disent de tirer les conséquences. Même cette phrase-là, cette formule est utilisée par l'ensemble des deux. Voilà. Donc la question que je me pose aussi, c'est que fera le ministre, parce qu'il est le ministre de la fonction publique. Dans l'administration burkinabé, il y a des leviers par rapport pour aboutir effectivement à une sanction en bonne et due forme. Il y a le conseil des ministres, le conseil de discipline qui d'ailleurs ont du mal à fonctionner. Et ensuite, il y a d'autres mécanismes qui permettent effectivement de voir ces questions-là. Alors, est-ce que ces choses-là vont être mises à exécution pour pouvoir tirer les conséquences, ou bien on attend que lui-même dise les conséquences, ou bien s'il ne le fait pas, le ministre va prendre ses responsabilités pour passer à une autre étape. C'est cette question, effectivement, qui est pour le moment, elle est pour le moment ignorée. Je vois. Je crois que quand il y a un mot qui est très intéressant, c'est logique. C'est pour ça que je disais à un moment donné ici que quand vous tentez de changer les choses de l'intérieur, ou bien vous savez que ce qui est fait est mal, quand vous continuez d'y aller logiquement, c'est qu'il y a un problème. Vous-même, il y a un problème avec vous. C'est-à-dire que soit vous tirez les conséquences et vous dites je ne peux plus continuer de participer à ça, soit en fait ce n'est pas un problème pour vous. Donc il y a un problème de logique. Et ça, pour moi, quand on finit d'écouter le peuple, on sait que c'est lui le directeur qui s'organise de ce concours. Il y a un problème de logique qui va avec. Maintenant, je le dis encore, ça pose tout le problème du militantisme ou de la question de l'engagement syndical lorsque vous êtes à un niveau de décision. C'est ça la réalité. Quand vous arrivez à un certain niveau de décision, c'est pour ça que très souvent vous avez du mal à avoir des gens aussi, des cadres, machin, vous être sur les plateaux à défendre des positions syndicales, ça devient difficile parce que vous êtes dans la décision, vous êtes dans la chaîne, pas au niveau du bas, vous vers le haut. Et donc, ce qui se passe, il y a un peu de vous dedans. Donc ça devient toujours un peu compliqué. Et puis, l'autre détail, c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'êtes pas membre du groupe qui organise, du comité qui organise les concours. En tant que représentant du syndicat, vous êtes nommé pour incarner une fonction. Donc ça prend effectivement une autre dimension qui vous induise un autre niveau de responsabilité qui peut se dire à deux niveaux. Soit vous dites, compte tenu de ma fonction, je ne peux plus véritablement incarner le rôle de secrétaire général du syndicat, vous confiez ça à votre adjoint.
vous dites, bon, ça va être très difficile, ça va être difficilement compatible, ou bien vous dites, compte tenu de mes charges syndicales, je préfère les charges syndicales, cette responsabilité, je ne peux pas l'assumer. Je préfère une autre responsabilité, mais pas celle-là. Parce que ça m'engage en termes de responsabilité, et alors que en termes de décision, c'est très difficile à un moment donné. Il y a une réalité qui est là implacable. Mais bon, à un moment donné, ça marchait jusqu'à ce que ça ne marche pas. Je pense que c'est une situation qui est donnée à voir. Mais là, ça, pour terminer, ça laisse la porte aussi à toutes les interrogations. Quant maintenant à savoir est-ce qu'il y aura des investigations suffisamment poussées pour pouvoir tirer toutes les conséquences, comme l'a dit Geoffroy, parce que c'est un pan du voile qui lève sur l'organisation des concours que lui-même il a conduit. Ben, je pense aussi qu'en même temps on a un ministre qui est assez prudent. Vous avez, c'est vrai, un nouveau directeur, mais qui est figure de proue des syndicats qui vous dirigent au sein de votre ministère. Sur la base de propos tenus sur un plateau, si vous commencez à attaquer frontalement, soyez sûr que vous aurez votre syndicat sur le dos. Donc, je sais qu'il y a de la prudence sur le ministre. C'est pour ça peut-être il y a l'appel à être logique vis-à-vis du directeur vis-à-vis de lui-même, mais on attend de voir ce que ça va donner. Mais je suis sûr que le ministre le fait avec. Il sait qu'il faut être fait, il faut être très fait. Vous le dites si bien, on attendra de voir en tout cas l'effet de cette note au niveau de ce ministère. Mais nous souhaitons tout de même un climat des plus apaisés au sein de ce ministère. Merci d'avoir donné votre avis. C'est le service après-vente, on va dire comme ça, de cette situation au niveau du ministère de la fonction publique. Mesdames, Messieurs, à présent, deuxième affaire. Vous avez certainement suivi également cette actualité. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Alassane Sakandé, a visité hier, mercredi 24 juillet 2019, quelques services du centre hospitalier universitaire de Yalgado-Ouedraogo et également le centre national de transfusion sanguine. Il a témoigné son soutien aux malades et pris aussi connaissance des conditions de travail des agents de santé. Vous savez également que face à la grève dans ce secteur de la santé, le parlementaire a lancé un message en disant ceci: je souhaite que vous vous surpassiez dans la revendication. On peut toujours avoir à l'esprit cet humanisme pour aider les populations les plus défavorisées. Quel est le regard qu'on peut porter à cet appel du président de l'Assemblée nationale? Alors, Bernard, pour commencer, ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de visite de la part de Bala Sakandé, mais à cette occasion, il a dit ceci: nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour frapper à toutes les portes afin de chercher de l'aide pour ces malades. Alors, on lui fait souvent le reproche de confusion de rôle. Est-ce qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, il peut avancer de tels propos? Oui, effectivement, ce n'est pas sa première sortie parlant du monde syndical. Et même à Yalgado, il y avait effectué une visite et puis après on dit qu'il a pris un appareil pour aller déposer chez lui. C'était une cabale qui avait été montée de toutes pièces par je ne sais qui, mais ça nourrit les rumeurs à un moment donné. Et puis bon, il y en a qui appelaient même sur les radios, alors que bon, soit. Donc c'est un univers qu'il connaît bien. Et donc, parlant du monde syndical, ce n'est pas sa première fois. Je pense qu'on avait jugé également ici. Pour ce qui est de conditions des malades au niveau du centre Yalgado et puis le centre de transfusion sanguine. Bon, la réalité, c'est que quand vous mettez pied aujourd'hui dans ces structures sanitaires, vous êtes obligé, moralement, ne serait-ce que moralement, d'appeler, si vous avez quelque chose à faire et que vous pouvez le faire, de le faire. Parce qu'il y a beaucoup qui ont passé l'arme à gauche du fait de cette situation. Il y a des interventions qui n'ont pas pu être faites à temps. Je parle des interventions chirurgicales. Il y a des évacuations qui n'ont pas eu lieu, qui devaient venir d'autres villes. Je connais certains qui on a découragé pratiquement. Ce n'est pas la peine. Il y a une grève, n'y allez pas. Une parturiente qui a failli passer parce qu'il n'y avait pas de médecin dans les hôpitaux pour pouvoir le faire. Là aussi, c'est à la limite qu'elle a été sauvée, une parturiente, je dis bien. Donc, ça dit que la situation, elle est sérieuse. Là, il ne faut pas qu'on s'y méprenne. Et donc, dans ces conditions, si vous y allez et que vous avez la capacité que votre voix porte, et que vous puissiez entreprendre des moyens, je dis par humanisme, eh bien, vous ne pouvez pas rester insensible. Donc, je prends de but, humainement, je comprends la démarche.
Maintenant, si on va rentrer maintenant dans les considérations républicaine, est-ce qu'il a le droit en tant que président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne mélange pas les rôles? Là, nous sommes dans un autre registre. Mais je parle seulement, purement et simplement, sur le plan humain. Il n'y a pas ce Burkinabé qui va mettre le pied là-bas, ou aujourd'hui dans ces conditions, qui puisse faire quelque chose, mais qui ne va pas le faire, pour qu'on soit habité d'un minimum d'humanisme. Ça, je le dis parce que j'ai vu de près certains cas, et bon, ce n'est pas aussi simple parfois. Quand on vous parle, vous êtes sans voix. Donc ça appelle en même temps, de toute urgence, à regarder de près les revendications qui sont sur la table, de pouvoir voir quelles sont ce qu'on peut satisfaire pour pouvoir faciliter la tâche aux populations. Parce que elles sont moins nombreuses, les plus nombreux, de ces patients-là qui ne peuvent pas prendre le vol pour aller se soigner ailleurs ou traverser la frontière pour aller se soigner ailleurs. Donc, confinés à rester dans les couloirs de nos hôpitaux ou de nos CSPS parce que nous ne pouvons pas mieux faire. Donc, vous pouvez aller soit en clinique sur place à Ouaga ou à l'étranger pour vous soigner. Et ce sont les plus nombreux. Et c'est eux, effectivement, qui subissent cette situation. Et donc, ceux qui peuvent le faire, quand ils ne se sentent même pas bien, ils ne pensent même pas à un centre de santé publique. Ils pensent rapidement à une clinique qui règle leurs problèmes et puis ils continuent. Et eux, ils ne sont pas beaucoup plus concernés dans cette situation. Même quand dans ces mêmes cliniques, on retrouve certains fonctionnaires du public qui officient là-bas. Donc, c'est une réalité qui est là. Mais je pense que l'urgence, c'est de pouvoir régler véritablement le problème. C'est beaucoup plus là. Oui, mais quand on lit certains citoyens, ils disent que c'est bien d'avoir de la volonté, d'être humaniste et tout, mais le seul bien que le président de l'Assemblée nationale puisse faire, c'est d'interpeller le gouvernement à jouer pleinement sa responsabilité, que de vouloir faire les choses de sa propre poche. Est-ce que c'est votre appréciation? Il a dit pas seulement de sa poche, il va taper partout où il peut. Partout. Il a parlé de coopération suisse également. Oui, mais on ne peut pas faire on peut pas rester un éternel assisté. C'est-à-dire que il y a à repenser ce qu'on peut offrir, notamment aux démunis, comment est-ce qu'on travaille pour les questions de prise en charge, mais c'est très délicat. Ailleurs, ces gens ont pensé la question de l'assurance maladie universelle, ils ont tenté des modèles, mais c'est toujours délicat quand on est dans un pays où, quand vous voyez les indices de pauvreté, vous vous rendez compte que ceux qui ont capacité d'épargner ou bien de consulter une certaine base de cotisation, c'est tellement minime que, en définitive, comment est-ce que vous faites bénéficier le reste à la masse, c'est très compliqué. Maintenant, moi, au-delà de ça, quand je regarde dans la visite, parce que ce matin on a pu passer encore à nos sessions d'information, regarder la vétusté des locaux de ce centre hospitalier universitaire, et regarder même l'hygiène. Quand vous regardez, c'est pas intéressant. Vous comprenez tout le malheur et toute la déception des médecins. Donc c'est pas dire qu'ils sont pas patriotes, ou bien qu'ils sont pas humains comme les autres, ou bien qu'ils sont devenus insensibles à la douleur des gens. Il y a une réalité, on ne peut pas continuer de venir au travail et puis regarder les gens mourir parce qu'on n'a même pas le minimum pour travailler. Ça aussi c'est quelque chose de vrai. Et quand vous regardez les images du centre hospitalier, vous n'avez pas envie de tomber malade et puis y aller. C'est la vérité. Et ça, il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire. C'est pas pour moi le ponctuel, c'est-à-dire qu'on est en visite, on passe, il y a quelqu'un qui vous tire ici, qui vous parle de sa misère, vous dites ok, mon collaborateur viendra vous voir après. Ça, c'est parce que la personne a eu la chance d'être sur votre passage. Il y en a qui sont au CMA dans mon quartier ou quelque part là-bas qui regardent le ciel, ils ne savent pas comment ils vont faire. C'est plus compliqué. Donc, je veux dire que il faut, dans les réponses qu'on donne, quelque chose de plus structurel qui impacte le plus grand monde. Le ponctuel, c'est bien à un moment donné, mais il faut du structurel. Mais c'est intéressant aussi qu'il y ait ces visites-là, parce que très souvent on dit ça nous permet de mettre le doigt sur le problème, mais quelquefois ils sont au courant, hein. C'est pas mettre le doigt sur le problème, quelquefois ça sert aussi de prétexte pour lancer un message. Et la finalité, c'est le message on voulait lancer. Quand on l'a lancé, les caméras étaient là, et puis c'est bon. Quelquefois aussi c'est ça. Yalgado, combien de visites à Yalgado? Ah oui. Premier ministre, vous avez tout vu passer à Yalgado. Mais Yalgado reste Yalgado.
C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, les intentions d'aujourd'hui, on les a eues hier. Qu'est-ce qui a changé? C'est ça la question pour moi. C'est qu'est-ce qu'on fait vraiment? C'est ça le plus important. Maintenant, quand on regarde, c'est ça qui fait mal. Sur l'interpellation aux syndicats, donc l'on dit que leur était sincère, si leur promettait par exemple d'interpeller le gouvernement quant à satisfaire les revendications de ces syndicats pour qu'ils puissent se mettre vraiment, on va dire, en branle pour travailler encore à l'amélioration des conditions de soins des malades. Non, je l'ai dit que l'urgence c'est de régler les revendications qui sont sur la table. Ça, je l'ai dit à l'entente de mes propos. C'est beaucoup plus ça l'urgence. Parce que qu'est-ce qui provoque cette situation? C'est parce que beaucoup de choses ne sont pas réglées. Si ces choses sont réglées, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc il y a cette urgence-là. Donc en même temps qu'on dise aux uns aux autres, on leur appelle effectivement de faire appel à leur brin d'humanisme. Donc ici ce n'est pas d'abord une affaire de patriotisme, on dit humanisme. Nous sommes à un autre niveau. Et donc maintenant, l'autre urgence aussi, c'est de parler à celui qui est en face, de pouvoir trouver les voies et moyens pour régler les problèmes, pour qu'on puisse continuer, passer à autre chose. Donc ça, peut-être au risque de me répéter, c'est dit que l'urgence est de dire en face, mais il y a des problèmes. Voilà, Geoffroy a suffisamment peint le tableau, je ne voudrais pas en rajouter. Donc il y a cette réalité-là qui est là. La première fois que le président de l'Assemblée nationale s'adresse aux syndicats tout en oubliant de marteler aussi au côté gouvernement. Ce que j'ai dit ça c'était urgent. Maintenant que le président de l'Assemblée nationale ne martèle pas au gouvernement, je ne peux pas dire M. Bala parle au gouvernement. C'est sa liberté de ton, c'est son choix. Maintenant, en la matière, vous parlez aux deux. Vous ne parlez pas à une seule personne, à une seule entité. Mais s'il fait le choix de ne jamais dire quoi que ce soit au gouvernement de façon publique, et que c'est au syndicat qu'il s'adresse, ça c'est sa liberté de choix. Mais la meilleure des choses, c'était de vous adresser aux deux. Au même moment que vous faites appel aux uns aux autres pour un brin d'humanisme, vous dites à l'autre partie aussi, si vous êtes animé d'un brin d'humanisme, il faut accélérer, comment on appelle ça, l'amélioration des conditions de vie et de travail pour ces messieurs-là. Parce que sur le fronton du bureau de Dr Nakoulma, à Koudougou, c'était écrit et le Seigneur regarda notre travail, cela lui plut beaucoup. Demandant à voir notre salaire, il se retourna et se mit à pleurer. S'il avait écrit ça au fronton de son bureau à Koudougou, ça veut dire en même temps que ceux qui travaillent, font un travail humanitaire, c'est de l'humanisme, c'est bien. Mais en retour, lui-même, il est sous perfusion, lui-même. Lui-même, il est sous perfusion. Donc, ça dit qu'il faut sauver et le patient et le traitant. Donc ici, la logique du message, c'était de traiter, de s'adresser aux deux entités. Mais monsieur fait toujours le choix de s'adresser qu'aux syndicats. On se rappelle de la clôture de la session parlementaire, où c'était à l'ouverture, le message s'adressait beaucoup. En ce moment, c'était le syndicat des enseignants. C'est à peu près le même message. Cette fois-ci, c'est au personnel soignant, le même message. Maintenant, à l'endroit du gouvernement, il le fait où et quand? Là, on n'a pas encore vu M. Sakandé là-dessus. Donc, on attend aussi de savoir quel est le message qu'il va leur livrer et que, bon, comme il l'a fait pour leur camp publiquement, qu'il le fasse également publiquement pour leur camp. Maintenant, lors de ces visites, j'ai dit c'est lui et son équipe de communication qui choisissent leur angle. Mais nous, la lecture que nous faisons et ce que nous attendons pour que la situation se décante, c'est de contribuer à régler véritablement les problèmes. Il dit qu'il prendra son bâton de pèlerin pour frapper à des portes. Oui, vous frappez à des portes et tout. Les portes où il y a des personnes de bonne volonté, le matériel est là. Et si celui qui doit actionner le levier du soin n'est pas là, mais votre matériel, il est là. En fait, c'est ça aussi la réalité. Donc ce n'est pas tant d'actionner des bonnes volontés qui vont venir avec des moyens, mais c'est de faire en sorte que celui qui doit actionner les moyens lui-même ne soit pas sous perfusion, il n'a pas besoin d'assistance sociale. Donc je pense que c'est surtout sur ces questions-là. Même pour l'achat de certains matériels d'équipement, de soins ou autres, parfois les médecins qualifiés en la matière souvent ne sont pas associés. Donc vous trouvez des spécialistes qui ne le sont pas véritablement, et après vous avez un matériel vétuste qu'on ne peut pas utiliser, après quelques utilisations c'est gâté, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense qu'il y a ce travail-là de chaîne à avoir et à faire. C'est vrai,
quand on parle d'agents de santé, on parle de personnel soignant, on parle d'humanisme, on parle d'humanitaire. C'est des gens qui ont prêté serment, donc le serment d'Hippocrate pour exercer effectivement une fonction. Il y a un fort engagement, une forte implication du cœur, du social, donc de l'humain dans ce boulot-là. C'est un noble métier. Mais en même temps, comme je l'ai dit, bon, il ne faudrait pas aussi que lui aussi soit sous perfusion, il soit voilà, pour pouvoir le faire. Donc c'est pourquoi j'ai dit, mais il appartient à M. Bala de pouvoir également s'adresser au gouvernement et de dire, bon j'ai regardé, j'ai vu, mais pour éviter que le Seigneur se plaise du boulot, mais pleure de leurs conditions de vie, il faut également donner un coup de fouet à ce niveau. D'accord, merci à tous les deux, M. Bala Sakandé, tout en saluant cette sortie au chevet des malades et en tout cas des conditions de travail au niveau de cet hôpital. Le tribunal de la qualité voudrait que vous soyez également équilibré dans votre posture, à la fois appelé aux syndicats d'assumer les responsabilités et aussi côté gouvernement aussi de pouvoir actionner rapidement les moyens qui permettront justement de parvenir à ces résultats. Merci. Alors, en moins de 5 minutes, on va parler de la situation sécuritaire. Alors, cette information qui nous parvient que la France a diffusé une nouvelle carte sécuritaire du Burkina Faso sur les risques terroristes. Elle en a parlé de ces frontières qui sont en tout cas où le risque d'enlèvement est plus élevé, jusqu'à parler aussi, à déconseiller de fréquenter le parc de Nazinon parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour visiter sereinement cette réserve animalière. Alors, quel est le regard qu'on peut porter après cette énième publication d'une carte sécuritaire sur le Burkina Faso par la France? Geoffroy. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui concerne d'abord leurs nationaux. Ça ne concerne pas les Burkinabés. C'est pas nous le destinataire de ces cartes-là. Parce que nous, on vit là-bas. Nous, on vit partout au Burkina. Nous n'avons pas le choix. Nous, c'est notre pays, nous y vivons. Maintenant, à la réalité, faut pas tout voir en noir ou en ceci. Et il y a des zones du Burkina où l'offre de sécurité est presque inexistante. Il y a des zones du Burkina où si on vous y envoie, vous n'y allez pas. Il y a des zones du Burkina qui sont fuis par nos propres frères, qui sont fuis par les Burkinabés parce qu'ils sont en insécurité. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a une carte naturelle que nous faisons nous-mêmes aujourd'hui. Maintenant, aux Français de dire à leurs compatriotes, écoutez, si vous allez au Burkina, nous ne vous conseillons pas d'aller ici, nous ne vous conseillons pas d'aller là-bas. C'est des conseils, c'est selon leur perception, c'est selon aussi le niveau de sécurité peut-être qu'ils ont pu observer. Et n'oublions pas que ce sont des cibles, peut-être même pas comme nous. Donc, je veux dire qu'il y a doublement de la prudence à avoir lorsqu'ils bougent, lorsqu'ils circulent. Ça participe de leur communication. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire, ça les concerne. Maintenant, nous aussi, peut-être à nous, pour certaines zones, savoir donner aussi les conseils. Je pense que chacun a appelé ses frères en France pour dire les affaires des gilets jaunes, il ne faut pas rentrer dedans. Et quand ils manifestent ici, il faut passer là-bas. Ça aussi, c'est notre code rouge. C'est un peu ça. Mais je veux dire que c'est leur perception, de certaines réalités. On ne peut pas leur dénier ce droit-là. Maintenant, à nous de savoir comment gérer le problème de sécurité que nous avons aujourd'hui, comment gérer l'offre de sécurité qu'on a aujourd'hui et surtout, et moi ce à quoi je pense, ce n'est pas comment est-ce qu'on voit certaines zones du Burkina par la France, mais c'est de sécuriser les choses de sorte à ce que les Burkinabés, partout où ils sont, et quelle que soit leur ethnie et tout, se sentent en sécurité chez eux. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont quitté leur village, qui ne peuvent plus y aller. Ça, c'est une vérité. Bernard, ce qui est curieux, c'est que cette carte déconseille de fréquenter les zones sous état d'urgence. Alors quand même que dans le principe de l'état d'urgence, c'est les localités quand même où on assure plus ou moins la sécurité de façon accentuée. Non, il y a un regard à voir. Le message s'adresse à qui? Donc c'est comme quand les États-Unis avaient essayé de conseiller la France dans certaines zones. Donc quand il y a, mais c'est de leur, et c'est comme ça fonctionne chez eux.
Donc c'est un système de fonctionnement qui dit, donc l'État qui dit il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Maintenant, on dit que, curieusement, il y a des zones sous état d'urgence, effectivement. Il y a ces zones sous état d'urgence, mais qui continuent d'être la cible d'attaque. Donc il y a cette réalité également qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc malgré, effectivement, qu'il y a l'état d'urgence dans certaines zones, elles font toujours l'objet d'attaques et des gens qui quittent. Donc je pense qu'il y a aussi cette réalité du terrain qu'il faut prendre en compte. Mais j'ai dit, il est de leur responsabilité en tant que pays de conseiller leurs concitoyens. C'est dire, n'y allez pas. Mais c'est d'abord, j'ai dit, c'est leur responsabilité. Mais notre responsabilité, c'est de faire en sorte que tout le Burkina Faso soit sécurisé et que les Burkinabés aillent et reviennent où ils veulent aller. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Oui, mais les zones, là où il y a l'état d'urgence, c'est plus que logique. Mais il y a un état d'urgence là-bas parce que c'est une insécurité forte. Donc pour moi, c'est plus que logique. Mais à cause de la présence militaire et tout. Oui, mais en fait, l'offre particulière de sécurité là-bas tient du fait qu'il y a un besoin plus que criard, proportionnellement aux autres zones. Donc ça veut dire que c'est une zone de sécurité majeure. C'est logique. C'est logique. D'accord. Merci d'avoir donné vos avis sur ces trois actualités. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Espérons vous retrouver demain tout en forme, vendredi, pour la dernière convocation de la semaine. Et j'annonce que pour cette dernière convocation, nous allons recevoir Monsieur Simon Compaoré, co-président du dialogue politique national et représentant la majorité présidentielle. On va aussi faire le bilan de la participation de cette majorité à ce dialogue politique. Restez à l'écoute de nos programmes et on vous retrouve demain. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. À très bientôt.